Pause. Perfect. OK, OK, Merci cool. beaucoup. Merci du rappel. Je t'en prie. OK, cool. Ouais, donc un petit rappel donc, de la dernière fois, concrètement, c'est que ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, voilà, on veut travailler avec des données, mais pour travailler avec des données, mais comment est-ce qu'on structure les données? Donc, comment on structure les données? Comment est-ce qu'on part de la réalité pour pouvoir comme créer des tables, créer les entrepôts de données. Donc, on est passé par l'introduction, parler de euh, entrepôts de données, etc. Mais ce qui est vraiment central à la séance de la dernière fois, c'est vraiment de passer du modèle conceptuel, modèle logique, après aller au modèle physique. C'est vraiment ça qui est très, très important. C'est-à-dire que le modèle conceptuel, c'est ce modèle-là qui va nous permettre donc de pouvoir représenter notre processus, notre réalité sous forme d'entité, de relation. C'est là où on a commencé, c'est-à-dire je lis un processus où, la dernière fois, tu parlais de UML, tu parlais aussi de cartographie. Je pense qu'on a parlé de Visio. Je pense Oui, que c'était Visio. Visio qu'on C'est cherchait la Visio, dernière fois. c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. Visio. Donc, concrètement, Visio nous permet aussi de faire donc, le MCD, concrètement, donc de pouvoir cartographier donc, le processus et de voir comment est-ce que les entités sont liées entre elles. Et donc, ça, c'est le niveau conceptuel. Donc, on est plus dans la conception de la chose. Et puis après, il y a un niveau qui est plus logique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on veut avancer et aller dans la base de données, tu vas voir qu'au conceptuel, on a des relations. Alors que dans la base de données, on ne peut pas créer de relations. Au fait, la base de données, c'est le MPD, c'est le physique, le concret, ce qu'on va voir aujourd'hui, le SQL. Donc, on ne peut pas créer des relations. On n'a que des tables, au fait, concrètement, dans une base de données. Et pour pouvoir permettre aux utilisateurs de cette table-là de pouvoir lier ces données-là, c'est là où on a besoin de faire la modélisation logique, de se dire, est-ce que cette relation-là, est-ce qu'elle devient une table? Est-ce que cette relation, elle devient une clé secondaire dans une autre table? Est-ce que j'intègre une table dans une autre? Donc, il y a des transformations à faire au niveau du modèle logique pour pouvoir comme avoir que des tables. Donc, au niveau du modèle logique, on va avoir que des tables. Des relations vont être changées en tables, des tables vont rester des tables vont disparaître et intégrer d'autres tables. Ça, c'est le modèle logique. Et donc, après, on arrive au niveau physique où là, il faut créer les tables concrètement maintenant. Il faut créer des tables, donc il faut créer des tables dans des bases de données. Il faut créer la base de données. Et l'outil que nous, on va utiliser, c'est vraiment le SQL Server. Alors, je n'ai pas oublié l'automatisation. L'automatisation, on va le mettre à la prochaine séance où je vais t'introduire un outil que je n'avais pas programmé pour le cours. Mais je pense que comme tu as un besoin de ça, je pense on va passer à travers. Alors, pour rentrer au niveau donc du SQL Server, j'ai voulu déjà parler de data, donc les données. Alors, quand on parle de données, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par données? Alors, données, ce qui est important pour moi, c'est le fait de comprendre que les données, ce n'est pas juste les tables, ça peut être aussi les photos, ça peut être aussi les vidéos. Donc, c'est essentiellement même du papier. Quand tu scannes quelque chose, c'est aussi des données. On peut l'utiliser pour faire, je me rappelle, c'est l'OCR. C'est de pouvoir lire les PDF. Il y a des outils qui font ça, extraire des PDF, des données concrètement. Donc, c'est de dire qu'il y a plusieurs types de données. Moi, c'était vraiment ce que je voulais mettre ici, de dire les médias, etc. aussi, c'est des données très, très importantes. Alors, ici, c'était juste de dire c'est quoi une base de données. Alors, une base de données, de manière très simple, c'est juste un ensemble de données. C'est comme tu as une donnée et puis tu rassembles les données, tu rassembles plusieurs données. Donc, une base de données peut être, je ne sais pas, un disque dur,
où tu as des vidéos dedans. Ça peut être le disque de ton ordinateur qui a des fichiers dedans, etc. Donc, concrètement, une base de données, si on veut littéralement le définir, c'est vraiment une collection, d'ensemble de données. Tu as beaucoup de photos, tu as beaucoup de vidéos, tu as beaucoup de fichiers, PDF, Excel, etc. C'est une base de données. Mais on va aller plus vers ce qu'on appelle les bases de données relationnelles parce qu'il y a plusieurs types, de bases de données. Si on va aller vers plus les types relationnels, c'est pourquoi ici on parle de DBMS. Donc, c'est les Database Management System qu'on va aller voir. Donc, il y a MySQL, Sybase, Oracle. Donc, nous, on va avoir vraiment SQL Server. Mais je voulais quand même montrer que quand on parle de base de données, on peut avoir différents types de bases de données. On parle actuellement beaucoup de cloud, c'est Azure, Snowflake, on parle d'outils comme c'est AWS, GCP, au niveau de Google. Donc, il y a plein d'outils en cloud, database. Actuellement, c'est vraiment, les entreprises vont dans tout ce qui est cloud parce que les bases de données traditionnelles, au fait, il y a des coûts qui sont liés à ces bases de données-là. Et l'avantage des bases de données cloud, c'est que tu loues, c'est un peu comme tu es locataire de l'infrastructure. Donc, comme quelqu'un qui va prendre le risque de bâtir un, un bâtiment ou un immeuble en entier, mais toi, tu ne prends pas ce risque-là d'investir dans les coûts fixes. Donc, toi, tu vas avoir un coût variable. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne vas pas payer la maintenance de tes serveurs. C'est tout ce qui touche à l'infrastructure. Imagine qu'il y a un panne sur un serveur quelque part. Si toi, tu es le propriétaire de tes serveurs, tu dois envoyer des techniciens pour aller pour aller intervenir, etc. Donc, tout ce volet-là, infrastructure avec le cloud, disparaît. Alors, c'est intéressant parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a essentiellement les trois grands. Il y a Amazon qui est comme le premier, Amazon avec AWS. Ils sont les premiers au niveau dans tout ce qui est de cloud computing, cloud database. Après, tu vas avoir Azure, donc Microsoft avec l'avantage du fait qu'on est déjà, beaucoup d'entreprises ont déjà l'écosystème de Microsoft déjà qui existe, tout ce qui est Power BI, SharePoint, toutes ces solutions-là qui sont comme déjà offertes dans l'environnement cloud de Microsoft fait que Azure, naturellement, les grosses entreprises vont vers du Azure. Après, tu as tout ce qui est Google aussi qui se bat avec GCP, qui est aussi au niveau du cloud. Donc, tu as ce qu'on appelle, il y a une différence que les gens font entre les bases de données SQL et les bases de données non SQL. Concrètement, quand ils vont parler de bases de données SQL, ça veut dire que ça va être des bases de données qui vont juste des tables. Ça va être juste des tables. Mais quand on va parler plus de big data, ça veut dire qu'en plus des tables, on va pouvoir avoir aussi, surtout au niveau du cloud, on va pouvoir avoir aussi des données qui ne sont pas structurées. Une donnée qui est structurée parce que le S de SQL, au fait, c'est structure. Structure. Voilà. Le S ici, c'est structure. Quand on dit que SQL, c'est structure query language, le langage de requête structurée, c'est parce qu'au fait, les tables, on les conçoit comme des éléments structurés dans les bases de données. Tu as des colonnes et tu as des lignes. C'est bien structuré au niveau des bases de données. Donc, c'est pourquoi on parle de structure. Mais lorsque tu veux, par exemple, sauvegarder des images, tu veux sauvegarder des vidéos, donc, tu n'as pas de table concrètement. Mais quand on va faire du big data, quand on va faire de l'intelligence artificielle, on va utiliser ces genres de données-là pour pouvoir faire les reconnaissances faciales, même le vocal, etc. Donc, c'est stocké quand même dans des bases de données, mais ce n'est pas des bases de données structurées. C'est des bases de données non structurées. Et le challenge des bases de données non structurées, c'est... Attends, je vais mettre mon casque là parce que ça fait un peu de bruit.
Donc, quand on parle de base de données non structurées, euh, essentiellement, ça va être beaucoup vers tout ce qui est big data. Ça va être vers, je ne sais pas si avec ça, mon micro va être enregistré. Je vais voir. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, j'espère qu'il va l'enregistrer aussi sur la vidéo. Donc, normalement, il devrait. Donc, concrètement, en fait, c'est qu'on ne peut pas interagir avec ces données-là de la même manière qu'on va interagir avec une base de données structurée. Avec base de données structurée, on va aller plus avec le langage qui est le plus connu. Je ne sais pas, le SQL, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, le Oui. SQL, c'est le langage qui est le plus utilisé dans tout ce qui est structuré. Maintenant, dans les bases de données non structurées, on va aller utiliser beaucoup d'outils open source. C'est vraiment un autre domaine complètement. Il y a plusieurs langages qui sont comme différents. Tu vas entendre parler de tout ce qui est HBase, MongoDB. Donc, c'est des, et généralement, c'est pas les mêmes structures de code. Tu n'interagis pas de la même manière avec une image que tu vas déplacer et tu vas voir que quand tu rentres dans tout ce qui est non SQL, souvent les data scientists vont faire ça, c'est que tu vas aller extraire de l'image, tu vas extraire de l'image les pixels, par exemple. Au fait, tu vas les stocker dans du non-SQL, mais à la fin, pour faire ta modélisation, tu es obligé de décomposer. Euh, mais c'est fait automatiquement, ce n'est pas manuellement en fait. OK. Tu peux coder, il y a un code, tu crées le pipeline pour que toutes les images qui sont dans la base, on va les extraire et puis ça va être comme des 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Donc, en fonction du pixel, ici, c'est bleu, vert, rouge. Ici, c'est plus rouge. Ici, c'est plus vert. On décompose donc l'image pour pouvoir reconstituer plus tard l'image. Ils vont utiliser ce ils appellent les réseaux de neurones. C'est vraiment un peu plus science de données là, pour pouvoir reconstituer l'image ou reconnaître c'est ce que nos appareils photo font. Mais ce qui est important ici pour nous, c'est que nous, en tant que simple analyse de données, on va beaucoup interagir avec les bases de données structurées. Et ici, j'ai juste pris quelques images d'exemples. Hein. Ça, c'est d'autres exemples. Ça, c'est sur différents sites là. On voit quand même que le SQL, c'est quand même quelque chose qui est prédominant. C'est vraiment, quand tu vas aller dans de grandes structures, ils vont utiliser du SQL Server. Euh, je dirais du SQL Server ou du Oracle Database. C'est vraiment les deux là pour les grosses entreprises qu'on utilise, mais tu peux faire aussi du PostgreSQL. Tu peux aller faire du MySQL. Le Snowflake, c'est plus du cloud. Mais SQL Server, c'est quelque chose qui est comme central si tu veux vraiment aller gérer, faire des bases de données. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle euh, les systèmes de gestion de bases de données, il y en a vraiment comme beaucoup, tu vois. Ça, c'est, ça, c'est une liste là, une liste que je te donne. Il y en a beaucoup. Mais il suffit de vraiment maîtriser un parce que comme la plupart vont être des outils de SQL, il y a le SQL qui est le langage même qui est le langage même, qui est vraiment le langage qu'on utilise pour requêter les tables. Donc, le langage va être le même, que tu sois dans MySQL, peut-être MySQL, tu vas mettre point virgule à la fin, que tu sois dans SQL Server, que tu sois dans DB2 ou Oracle, peut-être au lieu de mettre le where au début, tu vas le mettre à la fin. Mais la structure de code va être assez semblable dans ces systèmes-là. Une fois que tu as la logique, ça le fait bien. Okay. Donc, nous, on va aller plus dans SQL Server qui est gratuit et que tu peux installer chez toi. C'est ça, c'est un peu l'architecture. Je vais passer là-dessus. Il y a un système d'exploitation en arrière qui gère un peu les transactions que tu vas faire. C'est les codes que tu vas insérer. Donc, ça, c'est assez.
c'est basique. Donc, ça, c'est l'installation. Donc, ça, c'est la base de données avec euh, laquelle on va jouer aujourd'hui donc dans SQL. Donc, il y a la partie donc des ventes, la partie des productions. Donc, c'est comme la gestion d'un magasin de vente de vélos, si on va aller dans SQL pour créer cette table-là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'arriver ici, ça c'est une autre manière de représenter aussi les relations au niveau des tables, hein. C'est une autre manière de pouvoir représenter les relations entre les tables. Ça veut dire que pour arriver à ça, si tu vois ici, c'est vraiment juste des tables. C'est sûr que ici, c'est des relations, mais à vrai dire, que ça permet de faire, ça permet juste de dire que ici, le store ID, on l'a encore ici, par exemple, tu vois. On a le staff ID, on l'a ici aussi. Ça montre juste quel est le type de relation que les tables ont. Mais ici, concrètement, on n'a pas d'entité, on n'a pas de relation. On a tout converti en des tables ici. Tu vois, donc c'est juste des tables qui sont liées ici donc, on est prêt maintenant à dire qu'on doit créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tables dans notre base de données avec ces attributs-là ou ces propriétés-là on doit mettre dans notre base de données. OK? Donc, arrivé là, on va aller donc dans notre base de données SQL. On va créer la base de données et on va créer les différentes tables qui sont dans cette base de données-là. Et puis, on va commencer par jouer un peu avec des requêtes. Je ne sais pas si tu as déjà fait du SQL. Non, non, jamais. OK. Est-ce que tu as, c'est bon, tu penses que l'installation a avancé? Attends, oui, je suis au niveau de se connecter maintenant là. OK. OK. Bon, écoute, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de suivre. Et je pense qu'avec les explications et puis l'enregistrement, ça devrait aller. Alors, lorsque Mais, tu vas... mais dis-moi Vas-y. une question, s'il te plaît. Le SQL, il n'est pas installable sur les Mac. Le SQL, est-ce qu'il est installable sur les Mac? Je Parce que pense que sur... c'est du Windows à la base et du Linux. C'est ça, OK. c'est ce que j'ai pu voir. C'est du Windows et du Linux. Ben, là, peut-être, c'est de créer une instance. Tu n'as pas d'instance Windows. Des fois, ce que les gens font, c'est qu'ils créent sur les Mac une autre instance, seconde instance. Non. Bon, ça, je ne sais pas. Il va falloir que je le donne, j'en parle avec quelqu'un qui peut me le faire. Mais là, j'ai un deuxième ordinateur. Mon premier ordinateur que j'ai, c'est sur ça que j'ai installé pardon, que j'ai installé le SQL Server. Donc, c'est lui il est à ma droite ici. OK, OK, c'est bon. Lui, c'est un Windows, c'est... Oui, oui, c'est un OK, Windows. OK. Ouais, c'est ça le... Parce que c'est quand même Bill Gates, donc il s'assure d'avoir ces choses avec lui. Donc, ici, par exemple, on est... je ne sais pas si je peux agrandir plus, je pense pas. Ici, au fait, on est dans le SQL. Lorsque ça va s'installer, quand tu vas faire la recherche, tu vas pouvoir avoir accès comme ça, ce logo, tu cliques dessus, l'application. Et là, tu rentres un peu dans l'interface. Donc, l'interface, l'avantage que tu as euh, avec SQL Server, c'est que tu as cette interface-là qui te permet donc de pouvoir, ici, on se connecte à un serveur, mais le serveur, il est local. Étant donné que c'est une version gratuite, lorsque tu installes comment appelle-t-on, lorsque tu suis les deux étapes d'installation dans la vidéo, à un moment donné, on va installer aussi le serveur et tu vas pouvoir te connecter au serveur qui est local. C'est-à-dire qu'il est sur ton ordinateur, il n'est pas ailleurs, il est sur ton ordinateur. Donc, quand tu te connectes donc à ce serveur-là, ici, dans la barre d'exploration, c'est là où tu vas avoir les différents éléments, les tables, les bases de données, les
procédure stockée, start procedure. Et ici, ça va être plus l'endroit où tu vas pouvoir coder, tu vas pouvoir comme faire tes requêtes concrètement. Donc ici, tu as des dossiers. C'est comme ça que c'est vraiment structuré. Ici, tu as le serveur, okay? Le serveur où tu es connecté. Donc, prends-le comme un disque. Et dans le serveur, maintenant, tu vas avoir les bases de données. OK? Donc, ce dossier-là, c'est les bases de données. Donc, tu vas avoir les bases de données. Les bases de données vont être représentées avec le cylindre ici. Donc, si on clique donc sur cette base de données, par exemple, là, on est dans la base de données formation. On va avoir ici des tables. Donc, ça, c'est un peu la hiérarchie que je peux dire. Donc, ça, c'est des tables. OK? Si je fais, par exemple, sélectionner. Donc, ça, par exemple, c'est des tables. Tu vois? C'est des tables qui sont ici. Les différentes tables dont on parlait. Donc, ils sont ici. Donc, quand tu vas cliquer sur la table, sur cette table-là, tu vas pouvoir voir donc les colonnes qui sont dans la table. Et là, tu vois ici le PK, c'est un primary key, c'est une clé primaire. On voit le type et comme c'est une clé primaire, on ne veut pas que ça soit nul à l'intérieur, tu vois. Donc, ça, c'est les deux colonnes. Il y a la colonne ID et il y a la colonne full name qui sont là pour la table candidat. Donc, la structure, c'est que tu as le serveur. Dans le serveur, tu as les bases de données. Sur le serveur, tu as les bases de données. Et les bases de données sont constituées, donc ici, c'est une base de données, tu as plusieurs bases de données. Les bases de données sont constituées de tables. Tu as plusieurs tables. Et au niveau des tables, tu as des colonnes, concrètement. OK? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller vraiment de base. Là, j'ai juste fait une requête de sélection pour voir ce qu'il y a dans la base de données. Mais supposons qu'on part de zéro et qu'il n'y a pas de base de données, qu'on rentre dans SQL, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment très simple, hein. Tu vas juste cliquer ici droit sur le dossier des bases de données. Ici, tu as déjà des bases de données. Tu vas cliquer droit et tu vas donner. Donc, tu vas avoir un pop-up qui va donc s'ouvrir à toi. Et ici, tu vas juste donner un nom. Backstar, je pense que c'est S. Attends, je vais voir juste dans ma requête. Tuk, tuk, tuk. Bam, bam, bam. Oui, c'est bon. Je vais t'expliquer tout ça tout à l'heure. Backstar S. Ouais. Donc, on va aller là parce que on donne le nom en fait à la base de données. Okay? Donc, Backstars. Donc, ici, il va te créer donc la base de données. Il va lui assigner donc une certaine. Là, c'est illimité. Donc, c'est dans la structure que tu mets. Ça, c'est le log. Il y a la base de données, le journal. Ça, c'est les données. Donc, si tu fais OK, Backstar, donc tu vois, il y a une nouvelle base de données qui vient de s'ajouter à la liste des bases de données. Ça, c'est une base de données, ça, c'est une base de données, ça, c'est une base de données. Ça, c'est une nouvelle base de données qui est dans le dossier des bases de données. Si tu cliques là-dessus maintenant, c'est une base de données qui est vide. Ça veut dire que quand tu vas aller dans les tables, il n'y a aucune table, contrairement à cette base de données Power BI. Si tu ouvres les tables, tu as des tables qui sont ici. Donc, il n'y a pas de table dans la nouvelle base de données qu'on vient de créer, puisque quand on clique sur les tables, il n'y a aucune table. Il y a des files, systèmes, mais c'est lorsque, en tant qu'utilisateur, tu crées des tables, tu vas directement les voir au niveau des tables ici. Lorsque tu cliques le dossier table, tu vas pouvoir le voir. Alors, donc ça, c'est le modèle physique. On est vraiment en train de créer
les tables, c'est-à-dire qu'on a fait notre étude, on fait qu'on a besoin de cette table-là. Donc, pour pouvoir créer les tables, il faut qu'on crée une base de données d'abord. Donc, c'est dans la base de données. Il faut qu'on ait un serveur. Il faut qu'il y ait un serveur déjà. Donc, c'est ça un peu ça la logique. Il faut que ce serveur-là soit configuré. Donc, dans la configuration du serveur, ça, c'est vraiment au niveau de tes TI qui vont te faire ça, puisqu'ils vont gérer la sécurité, ils vont gérer les accès, ils vont gérer plein de choses. Mais une fois que le serveur est comme structuré et puis mis en place, ils vont juste te donner le nom du serveur et ils vont te dire, OK, connecte-toi à ce serveur-là avec ces identifiants-là. Donc, toi, tu vas te connecter au serveur avec tes identifiants et tu vas pouvoir donc aller pouvoir créer une base de données comme on vient de faire s'il te donne les accès pour pouvoir créer la base de données. Une fois que la base de données est créée maintenant, c'est on peut aller créer donc des tables de manière manuelle. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, on va créer les tables parce que on a déjà des requêtes qui sont déjà préparées. On va aller créer les tables de manière automatique. Donc ici, ce qu'on est, on est dans cette feuille-là, c'est ce qu'on appelle une requête parce que SQL, c'est Structure Query Language. Donc, le query, c'est requête. Donc, avec le SQL, ce qui va te permettre de faire, c'est de pouvoir interagir avec les tables qui sont dans la base de données, interagir avec la base de données. Donc, tu vas pouvoir créer des tables dans une base de données, modifier des tables dans la base de données, mettre à jour des tables dans la base de données. Tu vas pouvoir aussi voir ce qu'il y a dans la base de données, ce qu'il y a comme information dans la table, dans la base de données. Donc, en tant qu'utilisateur primaire d'une base de données, on va plus te donner les accès pour aller requêter, c'est-à-dire pour aller regarder dans la base de données. OK, je veux voir cette table-là. Qu'est-ce qu'il y a dans la table? OK, cette information, est-ce qu'elle est vraie? Non, est-ce qu'elle n'est pas vraie? Quand est-ce que la table a été mise à jour? Donc, ça va être plus, en tant qu'utilisateur primaire, ce que tu peux faire. Mais quand tu as comme un niveau un peu plus avancé, tu vas pouvoir créer des tables, modifier des tables, update des tables, faire des modifications dans la base de données. OK? Donc, concrètement, ici, ce qu'on fait, cette requête-là va nous permettre de créer toutes ces tables-là. OK? Pour créer ces tables-là, on va créer les schémas. On ne crée pas forcément des schémas, mais ici, pour pouvoir avoir une clarté dans la base de données, on veut séparer les tables qui servent qui ont des données de production et les tables qui ont des données de vente. OK? Donc, on va créer ce qu'on appelle des schémas. Schéma, c'est juste qu'on est dans la même base de données, mais on veut distinguer des types de tables. OK? Peut-être qu'il y a une table, supposons que par exemple, je ne sais pas, mais ici c'est un bon exemple, production, sales, ce n'est pas deux bases de données différentes, c'est dans la même base de données, mais il y a des liens entre ces tables-là, mais ces tables-là sont produites par des processus qui sont assez différents. Donc ici, c'est comment est-ce que SQL, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est que tu vas avoir des mots-clés. Tu vas voir que tous les mots-clés sont comme un peu en bleu, là, ici, partout. C'est des mots-clés vraiment de l'outil, concrètement. Mais on va aller plus dans le détail. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on est juste en train de créer les schémas. On crée les schémas, donc les deux catégories, voilà, les deux catégories. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer les tables. Donc, lorsqu'on va rouler cette requête-là, au niveau des tables, ici, on va avoir des tables qui vont comme s'insérer directement dans cette base de données-là. OK? Donc, on va avoir la table catégorie, brand. Donc, on va avoir les différentes tables là qui vont, si je mets un peu comme ça, côte à côte.
comme ça, côte à côte. Voilà. Donc ici, tu vois catégorie, c'est cette table-là, catégorie, qui va être donc dans le schéma production. Donc, c'est create table. Donc, create schéma, on a créé le schéma. Là, on va créer la table, une table. Donc, ça, c'est un mot-clé, créer la table. On va créer la table et le nom de la table, c'est catégorie et il est dans le schéma production. Okay? Et entre parenthèses, maintenant, on va mettre les propriétés de la table. OK? Donc, la propriété première, la colonne, quoi, concrètement. Dans la première colonne, c'est catégorie ID qui est ici. Donc, catégorie ID, on va le mettre de type entier, donc integer, ils appellent ça, entier. Donc, ça, c'est le type donc de cette colonne-là. Et on veut que ça soit une clé primaire unique, c'est-à-dire que si tu essaies de créer 2 fois le catégorie ID dans la table, tu vas avoir un message d'erreur. OK? Tu vas avoir un message d'erreur. Et on précise que c'est la clé primaire. OK? Par défaut, quand c'est une clé primaire, la clé primaire ne tolère pas de champ vide. C'est-à-dire que tu ne peux pas insérer une nouvelle donnée dans la table si la clé est vide. OK? Donc, la clé, c'est la chose qui ne peut pas être vide. Après, maintenant, on a la deuxième colonne, catégorie name, qui est là. Et le type, c'est le type caractère, varchar. Et on lui donne la taille de 255. Et aussi, on ne veut pas not nul. On ne veut pas qu'il soit nul aussi. Mais là, on précise parce que ce n'est pas une clé primaire. Donc, les deux champs, on ne veut pas que les deux champs soient visibles dans cette table. Donc, après, on a la table produit qui est ici. Bon, on a la brand qui est comme assez pareil. On a la table produit qui est ici. Donc, la table produit, c'est la même chose, le même principe. Produit ID, produit name, brand ID, catégorie, et list price. Donc, mais ce qui est... Oui. Excuse-moi de te tromper. Dans chaque table, il faut forcément avoir une clé primaire. Ben, c'est la question que tu as posée tout à l'heure, en fait, concrètement. Okay. La question que tu as posée, c'est de dire comment est-ce que j'identifie de manière unique une information dans ma table. Donc, c'est là où même si tu vas voir que la plupart, c'est des ID, parce que ça veut dire qu'à la base, il n'y avait pas d'information qui te permettait de pouvoir distinguer les données de manière unique. Donc, c'est recommandé, je te dirais, c'est recommandé de pouvoir créer, quand tu crées une table, de créer une clé primaire. Mais si tu as une table, tu peux avoir des tables qui n'ont pas besoin d'avoir des clés primaires. Tu peux avoir des tables où toi, tu acceptes d'avoir des doublons dans tes tables. Là, tu sais qu'il va y avoir des doublons et tu n'as pas besoin de pouvoir identifier de manière unique l'information dans la table. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas mandatory. Ce n'est pas comme on t'oblige à le faire. Mais c'est recommandé lorsque tu fais parce que c'est ça qui te permet plus tard de pouvoir faire les liens entre les tables. C'est ça. C'est ça qui te permet de pouvoir faire plus tard les liens entre les tables. Okay. C'est bon, merci. Donc, concrètement, tu vois, par exemple, ici, c'est des cas où tu as des clés étrangères, donc des relations avec les clés secondaires, ils appellent, ou clés étrangères, ou clés secondaires. Donc, ça veut dire que, par exemple, ce que tu viens de faire, ce qu'on vient de faire ici, là, en mettant catégorie ID dans la table, c'est comme ça que les relations se font finalement dans les tables. Parce que tu vois ici, on crée une table produit et dans la table produit, on dit qu'il y a un foreign key. OK? Il y a une clé étrangère
qui est le catégorie ID, de le référencer dans la table catégorie. Donc, quand tu crées une table comme ça, avec catégorie ID dans cette table et brand ID dans cette table-là, référencée, tu viens de créer une relation indirectement parce que plus tard, la personne qui veut aller chercher le produit, la catégorie du produit, va juste faire une jointure entre les deux tables. Il va aligner, il va dire, trouve-moi la catégorie que je veux dans cette table catégorie et il va pouvoir te ramener le nom de la catégorie, par exemple. Trouve-moi, par exemple, le brand ID 3 dans cette table brand ID 3. Il va aller chercher dans la table brand ID 3, il va trouver, OK, brand ID 3, brand ID 3, il va aller te mettre le nom. Tu vas pouvoir ramener le nom de le brand name dans une requête combinée avec plusieurs tables. Donc, c'est avec les foreign keys que tu arrives à faire donc des liens. Tu vois ici, Store ID, Manager ID. Tu arrives à faire des liens avec les autres tables, concrètement. Donc, pour pouvoir enrouler la requête, concrètement, on va juste cliquer sur... Donc, tout ça, c'est des creatable. On va juste faire ici exécuter. Donc, la exécution de requête réussie. OK. Donc, ici, au niveau du buy, on ne voit rien. Mais si on fait refresh, donc ici, cliquez sur refresh. Si on reclique sur les tables, là, on a nos tables qui sont maintenant créées. OK? Donc, maintenant, nos tables sont créées, donc on peut fermer cette requête. Maintenant, si tu ouvres, par exemple, la table produit, tu vois concrètement que dans la table produit, quand tu fais comme ça, ici, je fais select, je vais enlever le top 100. Quand je fais select, avant, j'avais fait create. Okay? Quand je fais select, je sélectionne toutes les colonnes de la table et je fais from la table que je veux. Bon, on va regarder ça plus en détail. Mais ce qui est important de voir, c'est de voir qu'en bas ici, il te donne le résultat. Mais notre table est vide. On n'a pas d'informations dans la table. OK. OK, tu es d'accord avec moi? Notre table est vide. Est vide. Donc, on a juste les en-têtes des colonnes. Il n'y a rien. Quand on a fait select, il n'y a rien qui est dans la table. Et une remarque importante, c'est que ici, tu as vu que les deux clés étrangères sont dans la table. Donc, avec le fait qu'on a le catégorie ID dans la table Product, on peut aller faire un lien entre la table Product et la table catégorie parce que on sait que un numéro de catégorie dans la table catégorie est unique. Donc, si je vais aller chercher un numéro en particulier, si je fais un lien, une jointure entre les deux tables, je serai capable de récupérer les informations qui sont dans la table catégorie. Ainsi de suite pour les autres tables comme Brand ID ici. On est arrivé, lorsqu'on a fait notre MCD, MLD, on est arrivé à se rendre compte qu'il y a un lien entre Product et Brand. Et la relation, finalement, se matérialise par l'intégration d'une clé secondaire dans la table Product pour pouvoir, dans notre modèle physique, dans notre base de données physique, pour pouvoir faire le lien entre les différentes tables concrètement. Donc, c'est comme ça que tu vas faire les liens, les fameuses relations qu'on avait au départ dans le modèle conceptuel. C'est comme ça que tu les matérialises dans le modèle physique en créant des clés étrangères dans les autres tables pour pouvoir lier les différentes tables. Donc, tu n'as pas de relation dans ton modèle physique, comme je le disais au départ. C'est bon? Oui, c'est bon. On peut aller. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer maintenant d'insérer des données dans nos tables. On va faire ça de manière automatique encore, mais tout ça là, on va prendre le temps vraiment de comprendre tout ça. Alors ici, ce qu'on lui demande, notre base de données est ici, use bike star. On lui dit d'utiliser la base de données bike stars. Ici, je ne sais pas si il va
Je peux le renommer là. Je ne sais pas si avec le S, des fois, ces trucs-là. Je vais renommer comme ça. Je vais être renommé. Bon. Donc, ici, au niveau donc, de l'insertion, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? On veut insérer des données dans les différentes tables de notre base de données. Alors, ici, par exemple, pour la première ligne, il refuse. Bon, okay. Dans la première ligne, ce qu'on voit ici, c'est que on veut pouvoir insérer les données dans la table brand. Et si on regarde ici, la table brand, ici, les colonnes, on n'a pas vu les colonnes, mais bon, on l'avait vu au début. Donc ici, dans la table brand, tu as essentiellement deux colonnes. Tu as le brand ID et tu as le brand name. Donc deux colonnes. Donc chaque ligne d'insertion ici, c'est comme tu insères un élément dans la table. Un élément dans la table. Chaque ligne d'insertion ici, c'est comme si quelqu'un est en train d'insérer manuellement, il rentre dans la table, il tape le ID, il tape le brand name. Il tape le ID, deuxième ligne, le brand name. OK? Donc, le premier brand ID, donc on fait insertion into, donc dans, tu vois. Ce qui est intéressant avec le SQL, c'est que tu peux comprendre. Ce n'est pas un code qui est truc là. Si tu le lis, tu comprends en fait. Donc ici, c'est comme du VBA. Insert into, on insère. Ça, c'est le schéma production. Tu te rappelles nos deux schémas, production et serve. Et ça, c'est la table brand. Donc, on va insérer dans la table donc, ces deux éléments-là. Donc, les éléments on veut insérer, le brand ID et le brand name. Et ici, quelle valeur on veut donner à ces deux éléments-là? Donc, ici, on veut donner 1 pour le brand ID et on veut donner Electra pour le brand name. OK? Deuxième ligne, on veut donner 2 pour le brand ID parce que le brand ID doit être unique, right? Donc, ici, la deuxième fois, on insère, il faut mettre 2, 3, 4, 5. Troisième, on met arrow. Troisième, on met le nom et l'heure. Donc, tout ça, en fait, ça met les informations. Maintenant, si on va voir, par exemple, on va voir quelque chose qui a plusieurs valeurs. Ici, par exemple, tu vois dans cette table, on va voir quelque chose qu'on peut voir rapidement. Ouais, ici, on peut voir quelque chose rapidement. Par exemple, dans le product, non, ça c'est le customer. Customer. Dans la table customer, donc tu as le first name. Donc, si on va voir dans la table customer ici, colonne, tu vois, tu as le first name, last name, email, street, city, state, zip code. Ici, il y a une particularité, c'est que tu vas voir que notre Customer ID va être généré de manière comme automatique. C'est-à-dire qu'il va le générer au fur et à mesure qu'il va insérer les informations. Parce qu'en créant la table, on avait mis dans la structure de création de table de ne pas forcément insérer manuellement l'ID dans ce type-là de requête. Mais ce qui est important de voir, c'est que tu vois ici, le first name qu'on veut modifier dans la table, c'est la même structure, insert into. Ça, c'est le schéma, ça, c'est la table. First name. Donc, ici, pour la première ligne, le first name va prendre des bras. Allô? 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 Allô?
vais remettre le... OK. Donc, oui, voilà. Donc, on est vraiment à l'étape d'insertion des données dans les tables. Donc, toute cette requête-là, c'est essentiellement d'insérer dans les 9 tables les informations pour qu'on puisse jouer avec les tables. OK. Donc, pareil, pour pouvoir rouler, comme ça. Tac. Ça va prendre un peu de temps. Requête en cours. Donc, réussi. Donc, tu vois, elle a inséré les lignes. Et tac, 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 dans les différentes tables. Donc, là, maintenant, si on refresh, on regarde les tables maintenant. Si on prend la table production, la table brand, ici, ce que je fais juste sélectionner les 1000 premières lignes. OK? OK. Je vais cliquer là-dessus. Mais comme il n'y a pas 1000 lignes, bon, je me mets. Donc, tu vois, Electra, Arrow, qu'on avait vu pour le brand, sont insérés maintenant dans la table. Tu vois? Donc, ce qu'on vient de faire, on vient d'insérer des informations dans les différentes tables. Et maintenant, on va aller comprendre concrètement les requêtes SQL. OK? Les requêtes SQL, la requête de base, c'est la requête select. Il y a plusieurs types de requêtes, la update, create, comme tu as vu, tout à l'heure. On a utilisé des requêtes pour créer des tables. Mais concrètement, en fait, pour je vais prendre ça. Donc, en fait, on va avoir donc des requêtes pour pouvoir visualiser. Donc là, lorsqu'on veut comme voir les éléments donc dans la table, donc ce qu'on va utiliser le plus, c'est le select. Donc, tu vas voir que souvent, quand quelqu'un va te parler de SQL, ce sera parce que la personne est en train de sélectionner l'information. Donc, sélectionner, c'est quoi? C'est que tu ne modifies pas la base de données. Tu regardes juste ce qu'il y a dans la base de données. OK? Donc, c'est cette requête-là qui va être le plus utilisée. Et la logique, c'est de dire, OK, je sélectionne. Donc, on va mettre select, c'est le mot-clé. Et ici, à côté du select, on va mettre, pour commencer, on va mettre les colonnes. Okay? C'est-à-dire que les noms des colonnes que tu veux avoir. Et OK. après, tu as un autre mot-clé qui est le from. Donc, tu as deux mots-clés dans le select de base. Ça, c'est le select de base. Ça peut être plus compliqué. Et à côté du from, tu vas mettre le nom de la table dans laquelle tu veux récupérer les informations. Donc, OK. ça, c'est le select. Ça, c'est vraiment le select de base. Donc, si on va donc dans SQL et que ici, on ouvre une requête de base, tu vas voir ici, par exemple, on va faire select. Je ne sais pas, on va faire un from d'abord. From brand. DBO. Est-ce qu'on a... Production ou sales. Attends, je vais juste le prendre directement ici. OK. Donc, ici, par exemple, on peut mettre, lorsqu'on met l'étoile comme ça, sélectionner, ça veut dire prends toutes les colonnes. OK, prends toutes les colonnes. Excuse-moi. Donc, Excel Oui. fonctionne un peu comme Excel a à peu près le même fonctionnement. Et toi, c'est tout ce que tu veux, ce genre de Ouais, choses-là. exactement. Exactement. Donc, étoile, c'est vraiment toutes les colonnes que tu as dans la base de données. On va prendre plusieurs, OK? On va prendre catégorie. Donc, tous ces éléments-là, c'est vraiment, toutes ces requêtes-là, ça va être juste des requêtes de sélection. Donc, catégorie, brand,
On peut mettre toutes les tables. On va mettre product, on va mettre stock. On va mettre sales, on va mettre order, stores, donc customers, donc, ici, tu vois, la première table, c'est la table brand. On a les brands qui sont ici. La deuxième table, c'est la catégorie, ID catégorie, avec les différents éléments qui sont dessus. Troisième table, c'est les produits. Donc ici, tu as le produit, le ID, le nom du produit, le brand. Donc ici, si tu prends cette catégorie-là, le 6, ici dans la table de produits, tu ne sais pas en fait le nom de cette catégorie. Tu sais juste que c'est la catégorie 6. 6. Mais la 6, si tu veux faire une référence à la 6, tu vas voir dans la table catégorie, c'est les mountain bikes. Donc, tu peux faire un lien entre cette table-là et cette table-là pour récupérer le nom de la bague, du type de vélo, si tu veux directement avoir dans une vue ces informations-là. Donc, c'est là où tu peux faire des jointures entre plusieurs tables avec les clés, tu vois. Donc, c'est la même chose avec le brand. Si tu vois ici, tu as le brand ID 8. Ce brand ID 8, là, tu peux aller récupérer le nom du brand ID, c'est les Sorly. Donc, en faisant une jointure avec le brand ID ici, tu vois. Donc, tu vas voir ici, au niveau du stock, je pense que ça, c'est le stock, la table de stock. Au niveau du stock aussi, tu as le product ID. Dans le product ID, tu as le store ID, product ID et la quantité. Donc, ça, c'est juste la table de stockage. Mais comment tu sais c'est quel produit? Comment tu sais que c'est quel store? Donc, il faudrait, avec le product ID, aller faire une jointure avec le product ID ici pour avoir, ici, c'est le product, non, c'est pas le product, oui, c'est ça, pour avoir le product name. Parce que ici, même, tu n'as même pas le prix, right? Voilà, tu n'as pas le prix. Tu as la quantité, tu n'as pas le prix. Donc, si tu veux aller récupérer le prix, il faut faire une jointure avec cette table-là pour aller récupérer le prix ici. Et ça, c'est les relations qui t'ont permis de pouvoir insérer le product ici parce que tu sais que il y a un lien entre les stocks et les produits, puisque c'est des stocks de produits. Et donc, si tu fais Tu as mis le produit ailleurs, tu as mis le stock ailleurs. donc, si tu fais la jointure, ça veut dire que ici, tu peux avoir toutes les informations qui sont là. C'est ça? Ouais, ouais. OK. Tu vas pouvoir récupérer, on peut faire l'exemple. Si par exemple, on prend, ici, c'est un autre truc là. On va faire une jointure entre la table. On va dire product ID. Oups. Non, il n'a pas pris. Je vais prendre le contexte. Donc ici, ST. On va faire ici PD. On va faire ST. Les deux, c'est product ID. Product ID. Donc, tu vois, ici, par exemple,
on est toujours dans la table. Ici, on vient de faire la jointure des deux tables. On vient de faire une jointure entre la table Product, entre la table Stock et la table Product, en nous basant sur la clé qui est le Product ID, parce que le Product ID, ici, ce que j'ai fait, c'est juste de dire, regarde, sélectionne-moi la table Stock. Ici, je l'ai juste mis, un alias, c'est-à-dire que j'ai renommé en même temps. Je n'ai pas renommé, je lui donne l'alias ST pour ne pas retaper, parce que je pouvais retaper ici, là, je pourrais retaper production, stock, nanana, point, nanana. Donc ici, c'est juste l'alias pour comme un raccourci pour faire appel à cette table-là. Et ici, j'ai mis PD, c'est juste un raccourci. Mais essentiellement, ce que je lui dis, c'est que fais-moi une jointure entre le product ID de la table product et le product ID de la table stock. Et ramène-moi toutes les informations des deux colonnes. Donc, c'est pourquoi tu vois ici, on a le store 1, le product ID 1 est ici. Tu vois, le product ID ici vient de la table product avec les informations de product. Donc, il a pu faire une jointure entre ces deux-là, une jointure entre ces deux-là. Le 2 ici, il a ramené donc le nom et les prix dans cette table. Donc, je peux maintenant multiplier le prix par la quantité parce que dans cette table, maintenant, j'ai toutes les informations avec la jointure de deux. Mais en gardant toujours l'intégrité des deux tables bien séparées avec leurs clés qu'on peut alimenter. S'il y a un nouveau produit, on insère juste le nouveau produit une seule fois. On n'a pas besoin de l'insérer plusieurs fois. Dans la table produit, il est là une seule fois. Et au niveau des quantités, au niveau du stock, on a juste besoin de faire appel à son ID dans la table et on peut faire la gestion de stock très simplement comme ça. Ok. Intéressant. Ouais. Donc, c'est ça. Attends, je vais juste mettre ça en commentaire. On va passer à travers les tables. Donc, on a aussi, après le stock, on a l'information des clients. Et on a l'information des clients qu'on avait mis avec plein de numéros de téléphone qui sont vides. Tu vois, Debra, Burst qu'on avait, le numéro qui est généré automatiquement pour chaque ligne, l'email, l'adresse, etc. qui sont là. Après, on a la table Other Item. Donc, les éléments commandés. Donc, ici, Item Order, tu as vu ici, ça, par exemple, ça, c'est le Order ID. C'est le Order ID, son numéro de commande, le Item ID, le Product ID, la quantité, list price et discount. Donc, tu vois, même ici, tu n'as pas le nom. On est vraiment dans la table commande. Tu n'as pas le nom du produit. Donc, c'est-à-dire que ici, tu peux aller chercher le nom du produit dans la table produit avec la clé Product ID. Ici, par exemple, tu as vraiment la commande. Tu as la commande qui est dans cette table-là, dans Order. Tu as la commande concrètement. Donc, ici, tu as le numéro de commande, le numéro du client. Donc, le numéro du client, tu as juste le numéro de client. C'est comme si tu es dans un CRM, tu es dans un système, tu tapes le numéro de client et le numéro de client ici tu devrais être capable d'aller récupérer avec la clé ici, Customer ID, tu peux aller récupérer toutes ces informations dans la table du client pour voir les informations donc ici. Tu as les informations du statut, le Store ID. Le Store ID, tu peux aller récupérer les informations du store ici, où se trouve le magasin avec le Store ID. Le Staff ID, l'employé. Tu peux, comme l'employé qui a fait la vente, tu peux comme faire le lien ici entre le Staff ID pour aller récupérer les informations. Donc, imagine que ça, c'est plusieurs tables que tu as et tu es capable de créer une table gigantesque par vente. C'est-à-dire que la table de vente, ici, là, c'est une table où tu peux ramener l'information du client,
ramener l'information du magasin, ramener l'information de l'employé qui a fait la vente, renvoyer même les items qui sont donc dans, puisque tu as le order ID aussi, les éléments qui ont été achetés pendant cette commande-là, puisque là, tu as une commande, par exemple, cette commande, elle a trois produits qui ont été achetés. Donc, la commande a trois produits. Donc, si tu ramènes ces trois, si tu fais un lien avec le order ID ici, tu vas pouvoir récupérer tous les éléments qui ont été achetés lors de cette commande-là. Puisque si tu vois bien dans la table commande, tu n'as même pas la quantité. Tu n'as pas la quantité, tu n'as pas les items. Donc, tu peux faire une jointure avec les autres tables pour pouvoir récupérer donc l'information. OK. Donc, cette partie vraiment, elle conclut vraiment le bout du MPD parce que là, que ce soit une base de données, que ce soit une base de données Oracle, une base de données IBM DB2, MySQL, Oracle Database, Snowflake, nanana. En fait, c'est juste que on vient de ramener notre information dans une base de données, donc physique, c'est-à-dire qu'on peut voir maintenant l'information dans un système, concrètement. C'est ce que ça veut dire le modèle physique de données. C'est que à cette étape-là, on va choisir quel outil, quel système on veut utiliser pour nos données. Comment est-ce qu'on veut structurer la donnée, les schémas, etc., etc. Quelle table on veut créer, comment on crée les tables, etc. Quel langage, donc le SQL. Et on fait juste créer. Donc, c'est pour ça que, si tu te rappelles, au niveau de notre première séance ici, quand on avait le schéma conceptuel, on avait le logique, et après, on avait dit que, OK, pour ce qui est donc du modèle physique. Donc là, on va aller maintenant mettre dans une base de données. Les développeurs vont maintenant faire maintenant l'information, ils vont pouvoir l'insérer maintenant dans une base de données. Ici, on avait donné l'exemple de Oracle. Donc, c'est un peu ça la logique d'où c'est comment est-ce qu'on bâtit un peu les bases de données du conceptuel jusque les ramener donc dans une base de données. OK. Donc, ça, ce volet-là, je voulais quand même que tu le catches. Et puis maintenant, en tant qu'utilisateur, maintenant, avec SQL concrètement, il n'y a pas que du select. Supposons que concrètement, tu veux aller interagir avec la base de données. C'est sûr que le select, c'est bon. C'est select, first name, last name, tu comprends, mais on peut aller mettre des conditions. Donc, c'est des filtres. OK? Donc, on peut aller filtrer des colonnes avec l'instruction where. Donc, le where, c'est pourquoi, en fait, quand j'avais dessiné mon truc ici, j'avais dit que ça, c'était la requête de base pour pouvoir voir. Mais cette requête-là peut être très complexe, comme tu l'as vu. C'est-à-dire que quand moi, j'ai voulu faire une jointure tout à l'heure, j'ai mis left join, j'ai mis on. Donc, cette requête-là peut devenir très, très complexe. Donc, c'est un langage qui a plusieurs instructions qui sont connues. Donc, ici, par exemple, on a le cas donc d'une requête où ici, on veut voir la table des clients. On voit toutes les colonnes de la table de clients. Mais le where ici vient faire un peu un filtre. C'est-à-dire que, comme dans Excel, tu mets les filtres en haut de ta table et que tu sélectionnes une colonne et puis tu mets, OK, je veux juste cette valeur-là. C'est ce que ça fait ici. Donc, il va prendre la colonne state qui est ici et il va filtrer et va juste garder les valeurs Californie, donc CA, concrètement. Donc, si tu retournes, par exemple, dans la table Customer
qui est ici, on voit que les clients viennent de plusieurs États. New York, Texas, etc. Donc, ici, il suffit donc de juste mettre le where, tu vois, c'est de l'anglais, ou la colonne state est égale à, là, il me le met comme ça, parce que je pense que ça devrait passer, est égal à CA, on va mettre, tu vois, donc on a en tout 284 lignes de personnes qui viennent donc de Californie. OK? Donc, on peut complexifier la requête en disant maintenant, une fois que tu as maintenant sélectionné les employés qui viennent, les clients qui viennent donc de Californie, le résultat qui est ici, est-ce que tu peux me le trier? Donc, il y a une nouvelle instruction qui vient maintenant, qui vient trier. Donc, c'est le même concept que dans Excel. C'est-à-dire qu'on va trier par ordre croissant. Donc, la colonne qui est mise après le order by. Donc, l'instruction order by, c'est l'instruction qui va venir maintenant de SQL. Ici. Qui va venir maintenant, first name. Name. Qu'est-ce qu'il va mettre? OK. Donc, tu vois qui va maintenant par rapport à la requête au départ qui commence par K, nanana. Ici, il me choisit les clients qui viennent de Californie. Mais en plus de cela, il me trie le first name par ordre croissant. Je peux trier par Customer ID, par exemple. Je ne suis pas obligé. Donc, je peux choisir de trier par Customer ID. Donc là, il refait le résultat de départ. Donc, il va trier donc, par Customer ID les clients qui viennent donc de Californie. Alors, on peut vraiment aller complexifier. Hein? OK. Donc, ici, par exemple, dans cette requête, on a... c'est moi ce que je fais souvent, en fait. Je dis, OK, une fois que je t'ai expliqué ça, si tu vois une requête comme ça, qu'est-ce que tu peux interpréter? Bien, tu as le résultat en bas de toute manière, mais qu'est-ce que... Ouais, essaye. Je vais essayer de ne pas regarder le résultat en bas. Ça veut dire, sélectionne-moi toutes les villes à partir de la table client, customers, par État. Donc, l'État Californie, mais toutes les villes de l'État de Californie. Après, tu me les groupes par ville et tu les tries par ordre alphabétique de la ville. OK. OK. Donc, ici, c'est bien essayé. C'est vraiment cool. C'est ça un peu la logique. Ici, il dit de sélectionner la ville des clients qui sont dans la table, mais des clients qui viennent de l'État de Californie. Et maintenant, le group by, pourquoi est-ce qu'il fait un group by? Le group by, c'est comme un pivot table, c'est comme le tableau croisé dynamique. Quand tu fais un group by, c'est comme si tu es en train de mettre au niveau de la colonne de ton tableau croisé dynamique, tu es en train de mettre, je dis colonne, au niveau des lignes, tu es en train de mettre au fait la ville. OK? Donc, tu es en train
de pivoter ta table. Et maintenant, ce qu'il fait maintenant ici, c'est qu'il compte le nombre de lignes. Donc, le nombre de fois que la ville, donc indirectement le nombre de clients dans ces différentes villes-là. Donc, le nombre de fois que la ville apparaît dans Les cette commandes. table-là, Ok. dans la table client. OK? Donc, si par exemple, on retourne dans SQL, on peut faire ça. Hein? On va juste prendre la ville. OK? On va juste commencer par City. On ne peut pas ordonner ici par ordre parce qu'il ne peut. Donc, tu vois ici c'est toutes les villes. OK? Je vais faire ça. De la Californie. C'est-à-dire que pas toutes les villes de la Californie, en fait, toutes les villes de la Californie où tu as des clients. OK? Donc ici, par exemple, tu vois, ce n'est pas regroupé. Tu vois, ça te le fait, ça te donne juste la liste totale, les 284 lignes. Mais ce qu'il a envie de faire concrètement, c'est qu'il veut le grouper. Donc, pour le grouper, ce qu'il fait, il fait un compte étoile. Compte étoile, c'est juste compte la ligne. OK? Compte étoile. Donc là, il demande de mettre un agrégation. C'est normal parce que quand tu fais le compte, quelque part, il veut que tu l'agrèges. C'est-à-dire que tu fasses un pivot table, un regroupement. Donc, c'est là où, ici, tu fais le group by city. OK? Comme ça, ici, ce que tu vas avoir Anaheim une fois, mais ici, tu vas avoir, on peut mettre un nom à la colonne. Donc ici, il n'a pas de nom, mais il fait juste le compte, OK? Et si on il va mettre le number. Donc ici, tu vois, Anaheim, elle a 11 fois. Donc il y a 11 clients qui viennent de cette ville-là, indirectement. Puisque dans la table client, chaque ligne, c'est un client, un client, un client, un client, un client. Donc, indirectement, ici, on est en train de compter le nombre de clients par ville dans notre requête. OK? OK. Donc, maintenant, lorsqu'on fait une agrégation comme ça, pour pouvoir faire une condition sur l'agrégation, c'est-à-dire que dans ton tableau croisé dynamique, maintenant, tu veux filtrer. OK? Tu veux filtrer maintenant le résultat du tableau croisé dynamique. C'est-à-dire que tu agrèges ton truc et tu dis, maintenant, je veux prendre juste ces valeurs-là. Donc, on ne va pas utiliser le where. Le where s'utilise seulement lorsque les valeurs ne sont pas au niveau de la valeur granulaire. Si tu veux faire une condition sur une colonne de la table originale, tu vas utiliser le where. Mais pour pouvoir faire une condition sur une nouvelle colonne qui est créée dans ta table, donc qui est comme agrégée, c'est là où on va utiliser ici le having. Donc, tu vois que notre requête select de départ commence par devenir un peu lourd. Donc, tu as select, from, where, group by, pour faire le tableau croisé dynamique, having. Maintenant, pour dire qu'une fois que j'ai agrégé là, je veux maintenant les villes où il y a plus de 10 clients. OK? Donc, having count étoile, donc le count que j'ai fait ici, que ça soit supérieur à 10. Donc, c'est là où j'ai les villes qui ont plus de 10 clients. De 10 clients. OK? Il y a une structure, il y a une vraiment... moi, je dirais ça, c'est la structure max de ton select quand tu ne fais pas de jointure. Quand tu ne fais pas de jointure, ça, c'est la structure
Max de SQL. Select, non, d'un select plutôt, excuse-moi. D'une requête select au max. Tac, tac. Structure, requête select. J'avais une image en tête que je voulais comme te montrer. Select SQL. Voilà. Tu vois, ça, c'est vraiment la structure max de ton select. C'est le select qu'on avait fait au départ de base. Donc, tu peux avoir d'autres éléments et ces éléments-là, tu les as ici. OK? Tu les as ici. Select from, ta, 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 ta. OK. Donc, ta requête select de base peut être plus avancée et avoir donc cette structure-là maximum. OK. Donc, on a un exemple. Cet exemple, c'est l'exemple avant. On peut aller maintenant faire le having count. Donc ici, Tu peux aller à 10. Oui, ouais. 11. Voilà. Donc, il te donne maintenant les villes où tu as plus de 10 clients, concrètement. OK. Donc, on va aller avec, je te fais confiance là. On va aller avec cette requête. Comment est-ce que tu pourrais définir cette requête de manière en français, en bon français? En bon français. OK. Pas en français québécois, quoi. Non, je blague. Bon, OK. Sélectionne-moi la ville, le nom de famille et le prénom des clients de la table Sales Customer et trie-les par ville et par notre famille. Exactement. Donc, c'est ça. C'est vraiment exactement ça. Donc, on choisit 3 colonnes ici. La ville, le prénom, nom de famille. Et on va aller maintenant trier par ville d'abord. Et après, on va trier par le first name. OK? Donc, il y a un premier tri. Donc, si tu vois les gens de Albanie, tu as le DMP. Si tu vois les gens de Amarillo, tu as ADJLN. OK. Donc, c'est un premier tri au niveau de la première colonne. OK. Un peu comme tu peux faire des tris dans Excel avec plusieurs colonnes. OK. Donc, l'ordre dans lequel on le voit là à l'écran, c'est l'ordre dans lequel on souhaite l'avoir en termes de résultats. Exactement. Premier tri, ville. Deuxième tri, dans le tri de la ville, tri-moi par nom de famille. Okay. Exactement. C'est comme ça qu'on veut le voir. Donc, si tu veux, par exemple, ajouter d'autres colonnes, donc c'est toi qui dis comment est-ce que tu veux comme voir. Si tu mettais first name avant Siri, si tu changeais un peu ce truc-là ici, l'ordre de la colonne ne va pas changer. C'est-à-dire que puisque ici, dans ton select, ici aussi, c'est toi qui donnes l'ordre ici de des colonnes. Si tu mets city d'abord, city va être la première colonne. First name va être la deuxième colonne. Last name va être la deuxième colonne. Maintenant, au niveau de l'ordre aussi, si tu mets first name avant, il va d'abord trier, même s'ils sont dans cet ordre-là, puisque c'est le select qui détermine cet ordre-là.
le order va juste dire, OK, je trie d'abord celui-là, et puis après, je vais trier le city à la fin. Mhm. Donc, on peut aller voir donc, dans la requête directement. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est que on veut sélectionner donc le city, on veut sélectionner le first name. Je sais pas. No, first. First name. Ah, je pense que c'est comme ça. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il apparaît pas. Last. Lui, il apparaît. Order by. Donc, tu vois, tu vois. Donc, ici, Mhm. par exemple, il a trié par First name. tous les prénoms d'abord, maintenant, avant de trier par. Donc, ici, tu ne peux pas le voir facilement parce que, étant donné que les prénoms, il n'y a pas un, peut-être pour lui, tu peux le voir, Ouais. Alejandro. Alejandro a commencé par U avant W. Oui. Aleta, tu peux le voir aussi pour elle. Tu as le B, S et le W à la fin. Alissa aussi, N, O. Donc, c'est vraiment l'ordre que tu lui donnes ici. C'est dans cet ordre-là qu'il te trie donc l'information. OK. Donc, alors, j'aimerais que tu devines ce que fait ces trois requêtes-là. Donc, attends, je vais les cacher d'abord. Premier, de toute manière, je te fais confiance. Tu aimes les challenges, donc tu vas pas regarder. Ah, il baisse la tête en même temps. Bon, vas-y. OK. Il y a des Bon, mots qu'on n'a pas encore vus. c'est ça. Mais bon, on va commencer par le milieu. OK. Euh, de sélectionner la ville, le nom de famille, et le prénom, le nom de famille du tableau Sales Customer et puis les trier par état. Exactement. Mais À gauche, tu remarqueras qu'on n'a pas sélectionné l'état. non, non. OK, c'est bon. Parce que je pense que là, dans cette sélection-là, je pense que l'état est déjà inclus dans le tri, le tri, Exactement. dans le résultat qui sera donné. Non, Euh, l'état ne va pas apparaître. Hein. L'état non? ne va pas apparaître dans la sélection puisque tu as juste la ville, le prénom. Mais en fait, en arrière, la machine va le trier par ordre d'état. Même si l'état n'apparaît pas, OK. il va le trier dans l'ordre de l'état, même si l'état n'apparaît pas Le le, résultat. dans le résultat. OK, parce qu'on on l'a pas mentionné dans la sélection plus haut. Exactement. Dans la OK, OK. sélection plus haut, on ne lui a pas dit d'afficher l'état. OK. Bon, donc à gauche, sélectionner état, nom et tout ça de la table customer, trier par description. Bon, je pense que description, hein? Description de la ville, C'est descendant. descendant. OK, Donc, c'est OK. décroissant, en fait. OK, Parce que lorsque décroissant tu et ne... croissant. Exactement, ascendant et descendant. Donc, en fait, lorsque tu ne mets rien par défaut, il fait un tri par défaut. Il va être du plus petit au plus grand. Donc, si tu le précises maintenant, si tu veux comme avoir du plus grand au plus petit, il faut plutôt mettre maintenant l'information comme quoi ça soit décroissant pour lui, pour qu'il OK, sache. Donc, OK. la ville va être par ordre décroissant et le nom de famille va être La haute euh, croissant. l'ordre croissant. OK.
Bon, maintenant, à gauche, c'est le laine là. Bon, ça aussi, je ne connais pas, mais desk, c'est décroissant. Ouais. Length, c'est length, c'est la longueur. Donc, en fait, OK. ça, c'est comme je pense que c'est La taille. NK. Ouais, c'est comme dans Excel, la fonction, je pense que c'est NK, je pense. Le nombre de caractères OK, 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 OK. De la cellule. exactement. Le nombre de caractères qu'il y a dans la cellule. Qu'il y a, au fait, pas de la cellule, mais le nombre de caractères de la ligne. C'est-à-dire que si par exemple tu as Yahoo, il va te compter 3. Voilà. Si tu as Ekwe, il va te compter 4. 4. Donc, c'est vraiment de pouvoir compter pour chaque ligne les, les prénoms et puis de se dire que de classer par le prénom le plus long, concrètement. OK, De OK. plus long au plus petit, quoi. Donc, en fait, OK. ici, il sélectionne le nom, le prénom, mais il fait un tri par rapport au nombre de caractères que contient le prénom. OK. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça. Tu vois, donc le premier, on est plus avec, en fait, la ville, par exemple, ici. La ville, celle-là est le bon exemple. Tu vois, la ville ici, Y, nanana, nanana, jusqu'à A. Et celle-là, plutôt, c'est D, J, L. Donc, pas le prénom. C'est vraiment, on va commencer par ordre croissant et par la ville, on va aller plus par ordre décroissant. Voilà. Si on va voir dans le code concrètement, donc c'est ça, c'est ici D, C et ici A, S, C. OK. Donc, tac, tac. Est-ce que j'ai fait le contraire? Je pense que j'ai fait le contraire. Mais c'est correct, ça revient à la même chose. Quand tu vois le prénom ici, on commence par le Z et le nom, la ville plutôt, on commence par le A. OK. Donc, je peux euh, aussi faire ça pour aller. Mais c'est exactement, c'est là. Là, on commence par Yonkers. Je pense que l'autre, on avait la ville d'abord, hein. Oui, on avait la ville d'abord. Voilà. Donc, on a lui, puis on a le nom, le prénom après. OK. Donc, ça, c'est des choses que je vais comme t'envoyer pour comme ça, c'est descendant, descendant, juste te familiariser. Déjà, l'exercice pratique, ce serait d'aller loader les données parce que j'ai mis les requêtes ici. Ça, c'est les requêtes que au fait, tu downloads ce fichier Mhm. et quand tu vas downloader ce fichier, au fait, c'est le fichier qui va te permettre de créer. Déjà, première étape, tu crées la base de données, comme on a fait dans le cours. Et maintenant, pour pouvoir créer les tables, tu vas utiliser cette requête-là. Pour pouvoir insérer, comme on a fait les insertions automatiques, tu vas utiliser cette requête-là. Quand tu vas les downloader, les fichiers, ils vont être de ce format. Ils vont être comme ça. Ils vont être .SQL. Ils vont être des OK. fichiers comme ça. Et OK. lorsque tu vas avoir SQL d'ouvert, comme ça, et tu vas double-cliquer sur le fichier, il va l'ouvrir automatiquement dans SQL. OK. Et quand tu vas l'ouvrir dans SQL, tu vas pouvoir voir et tu vas juste faire exécuter. Mais il faut d'abord que tu crées, comme on a fait, la base de données en faisant une nouvelle base de données et que tu le nommes Bike Star. OK. Parce que quand il va faire l'insertion, il va vouloir insérer dans Bike Star. S'il ne le trouve pas, il ne va pas.
Donc, quand toi, tu vas ouvrir ton SQL, tu n'auras pas de base de données ici. Ce sera vide. Donc, il faut vraiment que tu crées la base de données. Après, maintenant, tu crées les tables avec cette requête. Et la deuxième requête, c'est la requête qu'on a utilisée, c'est celle-là, le load. Le load. C'est la requête qui va te permettre d'insérer les données dans les tables. Mais si tu roules cette requête avant de créer les tables, ça ne va pas fonctionner parce que il ne va pas trouver les tables dans Les lesquelles tables. insérer les informations. Donc, tu crées la base de données, tu crées les tables et tu insères les informations dans les tables. Et là, maintenant, tu peux maintenant jouer. Tu peux maintenant aller faire tes requêtes, voir les résultats, t'amuser. C'est là, j'ai mis des requêtes de prix. Lorsque le prix est supérieur à 300 dans la table produit, le modèle est supérieur à 2000. Donc, au niveau du PowerPoint, tu as plein d'exemples. Le prix between, le prix se situe entre, tac, tac, tac. Des mots-clés comme ça que tu peux comme pratiquer. Le select. Moi, je te dirais que dans mon travail de tous les jours, le select, je l'utilise comme comment on va faire le Pareto là, 80% du temps. Pour être simple. Je l'utilise le 80-20 là. Mon select, c'est le 80%. Donc, tu peux l'utiliser comme avec faire des jointures, faire des conditions, faire des tris. Tu peux joindre plusieurs tables, 4, 5 tables. Ça, c'est le talent que je te le donne là, de pouvoir faire la jointure. En fait, les jointures, tu vois par exemple cette table, cette table, cette table et cette table là. Dès que je peux faire un lien comme ça là, c'est que je peux joindre ces trois tables là ensemble. Je peux joindre cette table là comme ça. Je peux faire un lien avec cette table-là, comme ça. Je peux faire un lien d'ici à ici, vers ici. OK, product ID, order ID, order ID, customer ID, customer ID. Je peux faire un lien. OK. Donc, c'est ce qui un peu me fait la séance d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment plus j'avais plein de requêtes. Mais je te laisse aller explorer un peu l'outil une fois que tu auras installé heureusement que tu as un second ordinateur. Sinon, même moi, je ne suis pas très, très fort à installer des instances sur des Apple, sur des Mac. Donc, j'aurais pu t'aider, mais ce serait un peu difficile. Ce serait comme challengeant pour moi de pouvoir te le configurer. Mais il y a des tutoriels YouTube pour le faire, mais c'est juste que ça dépend de ta configuration, etc. Donc, plein de choses. Non, si je vais voir si je peux le faire moi-même, je vais d'abord transférer toutes mes données comment on appelle ça, sur mon Drive. Et puis bon, si jamais je n'y arrive pas, au moins je reviens récupérer mes informations. Ouais. Mais est-ce que